Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous, de nous retrouver pour cette première session de l'après-midi sur cette Digital Week. Une session où on va aborder des questions, une vulgarisation un petit peu des réseaux, réseaux audiovisuels, réseaux d'une manière générale, un petit peu vulgariser tout ça. Avec moi, pour parler de tout ça, j'ai Philippe, qui est ingénieur d'application chez nous, vous connaissez sûrement déjà. Bonjour à tous. Et entre nous deux, Diadier, Monsieur Netgear, qui est avec nous, pour parler un petit peu aussi, au travers de toute la vulgarisation, des solutions pratiques qui ont été mises en place dans la nouvelle gamme de Switch Netgear. Alors, dans cette session, on va parler un petit peu de certains mots qui pourraient être comme des gros mots, voilà, mais on va vulgariser tout ça pour rendre ça simple et compréhensible. On va expliquer ce que c'est qu'un réseau AV, qu'est-ce qu'on entend par une bande passante, comment ça se qualifie, comment on l'utilise. Des mots comme multicast, ça sert à quoi, dans quel cas? Ça commence. Hein, t'as vu, ça y est, ouais, direct. Des mots, autres gros mots comme des VLAN, comment on organise un petit peu tout l'échange d'informations, comment le multicast, on va falloir expliquer une fois qu'on a expliqué ce que c'est, de voir comment. Pourquoi et comment ça fonctionne, évidemment. Qu'est-ce que le PoE et comment faut en tenir compte. Et une fois que tout ça est expliqué, on va pouvoir, tu nous présenteras aussi à la fin, comment les Switch Netgear ont facilité aux utilisateurs le réglage. L'accès, le réglage, l'installation. Alors, pour faire très court, le réseau AV sur IP, aujourd'hui, est devenu incontournable. On le retrouve partout. C'est une solution qui permet d'interconnecter des appareils, de pouvoir transférer des flux de données, vidéo, audio, des ordres, des choses comme ça. Et on en retrouve vraiment partout. C'est devenu un standard. C'est devenu un standard parce que ça permet de tellement simplifier en fin de compte l'interconnexion de ces équipements-là, tout en apportant des facilités comme la possibilité de les alimenter, voilà, et tout ça à partir d'un seul câble. Donc c'est la solution idéale. Maintenant, effectivement, il y a des petites choses à savoir et à anticiper. Voilà, c'est ça. Du confort et de la souplesse, effectivement, dans les installations. Et puis le fait de s'affranchir d'un certain nombre de règles à respecter, on va dire, qui peuvent permettre aux appareils de se parler. On est sur du transport réseau, donc en théorie, on peut interconnecter, rendre interopérable beaucoup d'appareils. Tout à fait. Alors, quelques images pour vous montrer que c'est vraiment partout. On le retrouve aussi bien dans nos salles de spectacle, nos écoles, dans les gares, les aéroports, à partir du moment où on échange des informations, on va dire de façon très générale. Alors, comment ça se présente? Concrètement, comment on rentre un petit peu dans le dur. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, là, ça se remplit. Ah bah ça se remplit, là, oui. Tout ce qui peut s'interconnecter. Bah là, en fait, on a un exemple. Alors là, on est quand même sur une topologie assez chargée, puisqu'on va avoir de l'encodeur vidéo, du décodeur vidéo, on va avoir du contrôleur aussi. On a un petit contrôleur au milieu, là, le petit AV over IP contrôleur. On va avoir des serveurs 4K, on va avoir des caméras, on va avoir du processeur audio, de l'amplificateur audio en réseau, on va avoir des haut-parleurs actifs, on le voit sur le côté. On va avoir des displays intelligents ou pas, on va avoir évidemment des ordinateurs parce qu'il faut bien à un moment donné contrôler tout ça voire utiliser les ordinateurs pour envoyer des éléments, des informations, des flux. On peut avoir du plus traditionnel comme un lecteur Blu-ray, mais qui serait interconnecté via un encodeur pour pouvoir passer dans le système. On va avoir aussi des équipements de contrôle. Par exemple, là, on a une dalle tactile QSC dans le schéma. Ouais, tout à fait. Après, bon, là, on parle de QSC, forcément, déontologiquement, on ne peut pas faire autrement. Mais ça peut être de la dalle tactile de tous bords. Donc voilà, en fait, on a une quantité, voire même du micro puisqu'on a un micro Shure aussi dans le haut du schéma. Donc on a vraiment tout type d'équipements qui vont devoir effectivement s'interconnecter, surtout cohabiter. Parce que tous ne vont pas forcément s'interconnecter. Mais par contre, l'idée,
c'est d'essayer de tous un peu les faire cohabiter et de faire en sorte que ça se passe bien. Et tout à fait. Voilà, que ça se bouffe pas le nez et que ça puisse effectivement fonctionner de façon fluide, sachant que bien évidemment chacun de ces types de flux va avoir ses propres caractéristiques et ses propres besoins. Voilà. Et c'est là justement qu'il faut bien prendre en compte cet aspect des choses. Quand un éditeur comme Audinet vous dit « Oui, alors vous pouvez utiliser le DAMP sur n'importe quel switch, même s'il est non manageable », c'est pas faux. Enfin, c'est même vrai. Intrinsèquement, on peut le faire. De même qu'on pourrait le faire avec du QLAN, qu'on pourrait le faire éventuellement avec certains flux vidéo. C'est tout à fait envisageable à partir du moment où on n'a que ce flux-là. Et qu'on ne va pas, justement, comme c'est le cas sur ce schéma-ci, le mélanger avec d'autres. La problématique vient quand, justement, on commence à mélanger les choses. Parce que, comme je le disais, chacun de ces flux-là va avoir ses propres contraintes, ses propres besoins, ses propres mécanismes. Et du coup, voilà, ça ne fonctionne pas ensemble comme ça de base. Et l'idée, justement, c'est là d'essayer on va essayer de cerner justement quels sont ces besoins et quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ce genre de choses. Exactement. Donc, si on regarde un petit peu, alors je vais dans un premier temps parler un petit peu de ce qu'on va retrouver en audio, mais ça, voilà, c'est assez. Entre l'audio et la vidéo, on a quand même pas mal de similitudes et quelques petites différences. Des logiques et des choses un peu différentes. Mais la logique de transport va rester à peu près identique, comme par exemple l'utilisation des protocoles qui sont là. Alors ça, c'est des protocoles, aucun éditeur n'a réinventé la roue, ça existait déjà depuis les débuts d'Ethernet. On a ces protocoles-là qui sont implémentés et qui ont été normalisés par l'I3E, qui est l'organisme américain qui s'occupe des régulations électroniques. Et donc ces flux-là existaient déjà depuis le début. Simplement, comme je le disais, on a des contraintes. Par exemple, dans le cas de l'audio, on a un impératif, c'est la latence. On doit rester sur la latence la plus basse possible. Pour que la latence soit la plus basse possible et qu'il y ait le moins de décalage possible, il faut bien évidemment que notre transport se fasse dans un délai de quelques microsecondes pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on a utilisé certains de ces protocoles pour pouvoir, justement, parce qu'ils permettaient de le faire, s'assurer que nos flux pouvaient être transportés en grande quantité sur notre réseau et surtout s'assurer qu'on garde une synchro entre les équipements pour pouvoir justement faire en sorte que les récepteurs soient prêts à recevoir ce qui est émis. Donc on s'appuie sur des protocoles qui existent comme par exemple l'UDP. L'UDP est un protocole qui ne contrôle absolument pas les données qu'il envoie, à contrario du TCP. Le TCP va vérifier à chaque arrivée ouais, c'est bien ça, j'ai bien reçu tout ce que tu m'as envoyé, donc tu peux m'envoyer la suite. Alors que l'UDP ne va pas le faire. Donc vous imaginez bien que si je fais un transport audio ou vidéo en TCP, le temps de contrôle nécessaire va m'induire forcément une latence de transport qui n'est pas possible. Donc on utilise l'UDP. Et pour la synchro, on va utiliser un protocole qui s'appelle le PTP, donc Precision Time Protocol, on reviendra dessus tout à l'heure, qui permet de faire en sorte qu'effectivement tous les équipements se synchronisent par rapport à un générateur d'horloge et soient donc en mode attente, ce qui permet d'éviter justement des pertes de paquets si tout ça est bien géré, puisque l'UDP, lui, les flux envoyés par UDP ne sont pas contrôlés, mais comme on a l'horloge, ça amène de la cohésion. Et on va aussi avoir donc un mécanisme de découverte automatique. Alors c'est à plusieurs niveaux, ça nous permet à nous de localiser les produits sur le réseau, ce qui est très pratique, mais ça permet aussi aux produits de se localiser les uns par rapport aux autres, voilà, pour pouvoir se retrouver et recréer les flux justement quand on les débranche ou qu'on les manipule ou qu'on les transporte. Donc on a en général, ça se base sur des protocoles comme le MDNS, qui s'appelle plutôt Bonjour. En fait, on a plutôt l'habitude de le retrouver sous cette appellation-là. C'est utilisé aussi couramment chez Apple pour la découverte des ordinateurs. Donc ça, c'est le mécanisme aussi qu'on va utiliser pour que les équipements puissent se côtoyer. Voilà. Donc je disais qu'en termes d'audio, on a un impératif, c'est effectivement la bande passante, et puis l'utilisation du fameux multicast qu'on détaillera aussi tout à l'heure, justement pour la gestion de l'horloge et de la découverte automatique. La contrainte de bande passante en termes d'audio, elle est moindre, puisque les flux audio sont beaucoup plus petits. Par contre, effectivement, en vidéo, là, ça devient beaucoup plus prépondérant. Beaucoup plus important, oui, parce que pour faire circuler des flux vidéo correctement,
Bien sûr, si on n'a pas le débit qui est adapté en fonction de la résolution utilisée, on va se retrouver avec cette image qui ne sera pas diffusée ou très mal diffusée. Donc on va avoir des switches qui vont proposer des bandes passantes différentes en fonction des besoins. Ça va de 1 giga jusqu'à, pour de l'interconnexion entre switches, et on entend par là simplement que quand on fait circuler plusieurs flux vidéo en simultané, il faut bien sûr le débit adapté. Donc on va pouvoir, pour de l'interconnexion, monter jusqu'à 100 gigas. Des mécanismes également en termes de configuration qui vont permettre d'optimiser cette interconnexion, comme les fonctions de lag ou de stack. Et puis le deuxième point, c'est la fonction multicast, en fait, puisque ça va être une fonctionnalité qui permet d'organiser la circulation des flux vidéo. Et d'économiser sur la bande passante. Exactement. Et qui évite aussi que ça envoie tellement d'informations que le switch, il y a une protection qui est intégrée. Quand trop d'informations arrivent en même temps, le switch va se mettre dans un mode sécurisé où il va couper le port. Ça, c'est configuration par défaut. Voire, si ça, c'est pas activé, ça fait tomber le switch. Donc, du coup, l'IGMP est quelque chose qui va permettre de contrôler, d'éviter que ce genre de choses arrivent pour des flux vidéo. On va en reparler tout à l'heure de l'IGMP. Tout à fait. Donc on va détailler un petit peu cette bande passante dont on parle depuis le début. C'est quoi concrètement la bande passante? Comment on peut l'imaginer, l'imager pour que tout le monde comprenne bien Pour résumer très simplement, c'est un tuyau en fait, vers lequel on va faire passer nos flux. Alors vidéo et audio. Alors l'audio, on disait qu'il n'y avait pas besoin d'une grosse bande passante, mais ça dépend s'il n'y a que de l'audio ou pas. Ça dépend combien de canaux. Aussi. Donc on peut vite se retrouver avec des besoins en la matière, en tout cas, qui augmentent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les switches, même si on démarre, on a des modèles qui sont compatibles en 10, 100 et 1000. On est sur du gigabit la plupart du temps. Majoritairement, Mais voilà, il y a certains cas où on peut aller au-delà. Si on prend un 4K sans compression, par exemple, il faut effectivement des tuyaux plutôt à 10 gigabits. Mais grosso modo, la bande passante, c'est ça, le tuyau au travers duquel on va faire passer les informations qu'on va faire plus ou moins gros en fonction de ce qu'on a besoin de faire passer. Donc c'est vrai qu'en audio, en AV over IP, on a besoin quand même au préalable bien sûr, bien calculer la bande passante dont on aura besoin, parce que on a tendance à se dire qu'on va pouvoir brancher sur un réseau existant des appareils pour diffuser de l'audio et de la vidéo, sauf que dans la pratique, souvent, un réseau existant, il y a déjà de la circulation dessus, c'est déjà occupé. Donc l'idéal est toujours d'avoir un réseau séparé, en fait, qui va nous permettre du coup d'avoir le confort pour pouvoir faire passer nos flux audio et vidéo sans problème. Parce que voilà, si on n'a pas assez de débit, pas de son. Pas de son, pas d'image. Exactement. Ça bloque. L'information ne passe pas. C'est absolument important, effectivement, d'avoir ce calcul de bande passante avant d'envoyer les flux. Alors, après avoir vu donc, cette grosseur de tuyau, c'est ça, simplement, depuis le début, on parle du multicast. Ouais. Alors, c'est quoi ce multicast? Une organisation? C'est un moyen de contrôle, on va dire. C'est quelque chose qui va nous permettre justement de contribuer à réguler un petit peu cette bande passante. D'accord. Puisque ça va, dans une certaine mesure, nous permettre de faire des économies quelque part. En fait, il y a plusieurs types de transmissions. Quand on regarde, on a effectivement unicast, broadcast, multicast. Broadcast, c'est un peu l'état dans lequel on va se retrouver quand on débarque, qu'on branche tout le monde, qu'on allume. Chacun sait pas trop qui est l'autre. On se découvre, on envoie des infos, tout le monde dit bonjour. Tu dis, hey, je m'appelle un encodeur. Donc les informations sont échangées. Et en fait, elles sont échangées de 1 vers tous. Donc chacun en fait envoie les informations vers tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça broadcast, parce que ça diffuse de partout. Maintenant, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester dans ce mode-là. Parce que si tout le monde se met à diffuser vers tout le monde, en permanence, la bande passante, justement, en l'occurrence, elle ne sera jamais suffisante. Donc, dans un premier temps, on va basculer beaucoup de ces flux en mode unicast, donc de 1 vers 1, donc point à point, en fait, finalement, de façon à, quand on a des connexions sûres entre deux équipements sur une bande passante qui n'est pas trop grosse, par exemple, je pense typiquement à de l'audio, quand on prend les connexions DANT de base ou les connexions QLAN qu'on a sur le système Q6, c'est des connexions unicast. Donc 1 vers 1. 1 vers 1. Maintenant, quand on a des connexions audio, donc 1 vers plusieurs appareils, ou vidéo justement qui demandent beaucoup plus de bande passante, là on va avoir besoin de faire en sorte qu'on n'ait qu'une fois l'émission, quel que soit le nombre de récepteurs. D'accord ? Donc on va faire en sorte qu'un émetteur génère en quelque sorte un groupe d'abonnements sur lequel
tous les périphériques qui vont vouloir recevoir cette information-là puissent s'abonner de façon à dire oui, moi je veux ce flux-là. Moi je prends ce flux. Voilà, je prends ce flux-là. Et tous ceux qui n'en veulent pas, en fin de compte, ne s'abonnent pas et ne reçoivent pas le flux de données. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution. Et l'avantage, c'est que là, on n'envoie qu'une fois le flux. Donc si on envoie un 4K... Une image 4K. En imaginant même un 4K compressé, on va arriver à des bandes passantes qui sont quand même de l'ordre de 6, 7, 800 MB, facilement. Oui, facilement. Hein, là, on ne l'envoie qu'une fois, même si on a 13, 14, 15 récepteurs qui veulent recevoir ce flux de données. Et là, du coup, on économise énormément en termes de bandes passantes. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui font de l'audio, quand vous êtes dans le DAN controller, donc le logiciel de gestion d'Audinet, au-delà d'un certain nombre de flux en unicast vers les équipements, il va vous proposer. Alors, il ne va pas le faire tout seul, mais il va vous proposer, dis donc, tu as plus de 4 ou 5 flux en unicast partant du même émetteur. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait peut-être plus judicieux de passer en multicast sur ce truc-là, tu vois, Donc voilà, ça va permettre en fin de compte de gérer ça de manière un petit peu plus intelligente et de faire des économies. Donc on va s'appuyer effectivement sur l'IGMP pour faire ça. Parce que l'IGMP, en fin de compte, c'est justement le mécanisme qui permet de gérer ça. Qui permet de gérer ça, ouais. Donc là, on voit en termes de schéma, un réseau sans IGMP. Et donc pour reprendre ce que tu disais, en fait, on se retrouve avec un flux qui part d'une source qui va aller vers tous les récepteurs. Voilà. Donc c'est envoyé à tout le monde en même temps, y compris à ceux qui n'ont pas besoin de recevoir cette information. Quand on ajoute de l'IGMP snooping, eh ben, on a cette gestion intelligente où l'information va là uniquement où elle est censée aller. Donc c'est effectivement un bon outil pour contrôler finalement la circulation des flux. Le multicast, on peut un peu le considérer comme du floude en fait. Donc au bout d'un moment, si c'est pas contrôlé, ça peut amener... comme je disais tout à l'heure, dans les mécanismes de sécurité du switch, à ce qu'ils se mettent en sécurité, soit ils coupent les flux du port, parce que trop d'infos, soit le switch, s'il n'a pas cette fonctionnalité, eh bien c'est trop d'infos qui finissent par le faire tomber. C'est un peu comme une attaque de déni de service en fait. C'est trop d'informations, il ne sait pas gérer, il ne sait plus où il habite, et puis c'est terminé. Donc le multicast nous évite d'arriver dans ce cas de figure, tout en permettant bien sûr d'avoir les flux auxquels on s'est abonné, au moment où on s'est abonné. Voilà. Donc c'est du service à la carte, en évitant bien sûr les problèmes qui peuvent être liés à trop de demandes en simultané. C'est ça. Puis il y a un autre avantage aussi au multicast, c'est le fait justement qu'on ait cette notion de un émetteur pour X récepteurs. Et ça va nous servir aussi dans d'autres mécanismes justement qu'on utilise dans notre réseau, comme par exemple justement les protocoles de découverte dont je parlais tout à l'heure, tout simplement parce que ces protocoles-là sont gérés aussi en multicast, de façon à ce qu'on ait effectivement un seul émetteur. Un seul centre de gestion, on va dire, un petit peu de tous ces équipements-là, et que tous les périphériques qui font partie de l'écosystème en question puissent venir s'abonner et récupérer leurs infos. Donc là, typiquement, on a un exemple ici avec du QSC, mais ça s'applique aussi à d'autres systèmes. Où là, effectivement, donc, quand on connecte les équipements sur le réseau, ils vont s'annoncer dans un premier temps. Le processeur, lui, étant le cœur du système, va créer son groupe multicast, auquel tous les équipements qui, effectivement, font partie de l'écosystème Q6 vont pouvoir venir s'abonner. Et là, ça va permettre, en fin de compte, d'échanger après des informations de configuration et de contrôle de façon beaucoup plus efficace dans notre système. Voilà. Et ça, il faut prendre en compte que ça nous permet à nous, effectivement, avec nos logiciels, de localiser les équipements sur le réseau, mais comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi aux équipements de se localiser les uns les autres, entre eux, pour pouvoir justement échanger ces informations-là. Effectivement. C'est aussi important. Souvent, j'ai vu des systèmes où on arrivait à voir les équipements depuis le logiciel, mais certains des équipements ne se voyaient pas entre eux, et du coup, on en avait qui étaient en mode qui étaient offline, parce qu'ils ne se voyaient pas. Et donc, il y avait des éléments du réseau, des switches dans le réseau qui n'étaient pas configurés correctement, qui empêchaient justement cette communication. Communication entre les produits. Entre les produits. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et puis l'autre mécanisme qui va nécessiter aussi du multicast, c'est notre horloge, que j'évoquais tout à l'heure. On en parlait au début, l'horloge en Precision Time Protocol. Alors après, ça varie, la version varie en fonction des éditeurs. Chez Audinet, par exemple, c'est du PTP-V1. Chez QSC, c'est du PTP-V2. Ravenna, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est du V2 aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va permettre de maintenir cette synchronisation entre les équipements,
de façon à ce qu'il soit toujours en état de recevoir les flux de données, qui sont quand même assez importants et assez continus. Et le principe, c'est qu'on a un générateur d'horloge. On peut en avoir qu'un, on ne peut pas s'amuser à jouer. C'est le bazar. Sinon, ce serait forcément tout de suite le bazar. Donc, un équipement va devenir générateur d'horloge. En général, il y a un mécanisme d'élection automatique. On ne va pas le détailler là parce que ça rentrera un petit peu. C'est un peu compliqué, mais quel que soit le protocole en fait utilisé, que ce soit du Dante et même sur les horloges vidéo, on va avoir un générateur d'horloge, ça c'est clair, c'est incontournable. Et ce générateur d'horloge, du coup, va diffuser les informations d'horloge en utilisant un flux UDP en multidiffusion, tout simplement parce que ça permet aussi effectivement aux abonnés de venir sur le groupe et de recevoir l'information tous de manière synchrone, puisqu'ils vont tous la recevoir en même temps. Et là, on a, comme je disais tout à l'heure, un impératif, c'est d'être toujours... il ne faut pas qu'il y ait de jitter, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Non, autrement ça va désorganiser les choses. Tout. Donc on est ici, le décalage, c'est 0 microsecondes, sinon ça ne marche pas. Et du coup, le fait de transporter les informations comme ça, de créer les groupes multicast, ça nous permet de nous assurer qu'effectivement, ces informations-là sont délivrées. Tous ces produits-là sont bien reliés. Sont bien délivrés vraiment correctement dans le système. Et ce qui est intéressant, du coup, avec les équipements que propose Netgear, c'est que cette fonctionnalité-là, qui au premier abord pourrait sembler compliquée, qui peut être compliquée dans certains cas. Ne nous voilons pas la face. Vous avez justement implémenté dans les switches des choses qui permettent de simplifier un peu ça. Ouais. Exactement, puisqu'en fait, alors, on a développé une fonctionnalité qu'on appelle l'IGMP+. L'IGMP, ce n'est pas quelque chose qui est propriétaire à Netgear, évidemment. C'est un protocole aussi. Exactement, tu parlais de l'I3E, l'IGMP, un protocole validé par l'I3E. Donc, pour être honnête, n'importe quel switch du marché sait faire de l'IGMP. Maintenant, l'IGMP+, c'est une innovation Netgear, donc c'est un mécanisme qui va permettre d'automatiser la gestion des flux IGMP. Là où, sur un switch classique, on va devoir configurer, on va devoir créer un querier qui va être en quelque sorte le cerveau qui va organiser la circulation des informations. C'est l'annuaire, en fait. Exactement. Exactement. Donc l'IGMP+, lui, va permettre d'avoir cette gestion complètement automatique où, au lieu d'avoir à configurer différents switches pour qu'on puisse faire circuler les informations correctement, il y a une élection automatique, comme pour le PTP en fait, une élection automatique du querier et l'information va aller uniquement là où elle est censée aller. Donc c'est un mécanisme d'automatisation pour la gestion et l'organisation des flux. On n'a pas précisé un truc, c'est qu'effectivement dans un système tel que celui-ci, alors quand on n'a qu'un switch, ça ne pose pas de problème parce qu'il faut effectivement un mécanisme qui s'appelle IGMP Snooping qui doit être actif partout. Par contre, le querier, comme on disait, c'est l'annuaire, donc il peut y en avoir qu'un. Et quand on n'a qu'un switch, c'est pas un problème, mais quand on en a plusieurs, justement, c'est là que ça commence à devenir plus compliqué, parce qu'il faut rentrer dans la configuration des switches qui sont en cascade, en dessous, pour venir leur dire, attention, ton référent, c'est lui, c'est pas toi, c'est lui. Et là, si ça, c'est pas fait correctement, il y a malaise. Il y a un problème, et on voit dans le schéma qu'effectivement, la circulation des flux, alors le spine switch, c'est celui sur lequel on a la fonction de querier, en fait, qui est donc l'annuaire, où à chaque fois qu'il y a un flux qui doit aller quelque part, il va interroger l'annuaire pour savoir où est-ce qu'il doit aller. Avec la fonction IGMP+, finalement, les switches, ils ont presque tous, finalement, en réalité, une fonction, un peu de querier aussi, qui fait que, ils n'ont plus besoin d'aller consulter cet annuaire. Ils vont plus jusqu'au référent, en fait. Exactement. Ils contiennent une partie de la table. Exactement. Donc, du coup, ce qui doit rester sur un switch, si on prend le leaf switch 1, par exemple, l'information qui doit rester sur le premier switch va rester dessus, entre un transmetteur et un récepteur, et ce qui doit aller vers le leaf switch numéro 2, seulement cette information-là va passer par le switch principal pour aller communiquer avec le récepteur en fait, du deuxième switch. Donc cette fonction d'automatisation, elle est préconfigurée, elle est activée déjà sur les switches, de la gamme M4250, mais également la M4300 d'ailleurs, mais sur ces produits dédiés à laver, ce qui fait que finalement, quand on a des flux vidéo, là où avec d'autres marques, on va être obligé de rentrer dans l'interface pour configurer. Et bien chez Netgear, grâce à l'IGMP+, on branche. C'est déjà fait. Et ça fonctionne. C'est super, pratique. Limite plug and play. Limite plug and play. Pareil pour l'interconnexion de switch, où il faut du routage. Du routage de niveau 3, du routage PIM de niveau 3. C'est géré automatiquement par l'IGMP+. Donc là... Un gain pas négligeable de temps. Et en termes de maintenance, où on avait beaucoup d'appels,
Ouais, sur ces concernant ces là problèmes-là. effectivement. Bon, ça nous a enlevé une partie. On a toujours des petites surprises, évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a permis à beaucoup de nos intégrateurs de pouvoir simplifier leurs installations. la vie. Très bien. Alors du coup, on a aussi d'autres moyens de réguler un peu nos flux de données, de les contrôler. Donc, outre ce qu'on a déjà évoqué, on a aussi la possibilité de gérer ça par des VLAN. Parfait. Voilà. Et du coup, alors un VLAN. On va simplifier. Un VLAN, c'est quoi? Simplifier un VLAN. Qu'est-ce que c'est Un VLAN, c'est quoi? On essaye de simplifier tout ça. Alors, pour simplifier tout ça, tout à l'heure, on disait que la vidéo, il fallait peut-être un service, un switch, en tout cas un réseau dédié, Tout à fait. ce qui est plus simple. Oui. Mais quand on est dans une situation pareille, pourquoi forcément faire d'autres réseaux les uns à côté des autres alors qu'on en a un qui est performant et qui pourrait le faire? Et bien, le VLAN, ça sert à ça. Ça sert simplement à isoler, comme créer des petits réseaux à l'intérieur du réseau principal dans lequel on va concentrer des types d'informations qui sont similaires, tout simplement. Donc on va faire, par exemple, ici vous avez le VLAN 20, et on va regrouper tout ce qui est vidéo à l'intérieur de ce VLAN, tout ce qui est ordre de commande data, c'est sur le VLAN 30, pouvoir bien les identifier et les mettre de côté, mais on va pouvoir aussi les faire intercommuniquer entre eux, simplement sur ce qu'il y a besoin. Mais seulement sur les données très spécifiques qu'on a besoin d'échanger et non pas sur l'ensemble, ce qui permet du coup d'éviter les interactions nuisibles. Un peu hasardeuses et qui viennent semer le trouble. Ils viennent semer le trouble. Donc voilà, très très simple, VLAN simplement, on leur donne un nom et on isole par type pour avoir un peu plus de sécurité et de rendement sur ces réseaux. La sécurité est effectivement une thématique quand même très importante. Oui, il y a aussi les notions de sécurité. Et d'autant d'actualité. Et c'est vrai que ça permet de cloisonner et d'éviter la circulation d'informations qui pourraient être, pour X raisons, détournées, utilisées à des fins pas forcément très, très légales. Mais en tout cas, il y a aussi ce mécanisme de sécurité au-delà de la gestion de la performance. Bon, après, je me dis, quand on a un réseau qui est isolé, il y a moins de problèmes. Moins de problématiques à ce niveau-là, effectivement. Mais c'est vrai que dans l'organisation des flux, du trafic, faire des VLAN, c'est quelque chose qui est très fortement recommandé. Ouais, puis c'est une solution assez pratique aussi dans le cas où on est obligé de s'implémenter sur un équipement existant, sur lequel évidemment il y a déjà des choses. Déjà des choses installées. Faire un VLAN, ça permet de s'isoler un petit peu de ces choses-là et d'éviter de les perturber ou d'être perturbé par ces éléments-là. Donc il y a souvent intérêt à envisager cette solution-là. Effectivement. Puis on verra plus loin que les VLAN, avec nos produits finalement, c'est pas bien compliqué. Ça reste simple. On a une mécanique qui permet tout simplement de pouvoir dire, tiens, voilà, j'ai un VLAN audio, un vidéo, un VLAN de contrôle, la gestion de la lumière, solution ça va bien se passer. On verra que c'est très facile avec Netgear. Okay. Alors, toujours dans la simplification, on a bien compris que ce qui était important, c'était le flux et que ça arrive bien correctement, bien dans le bon temps, etc. Il y a encore une solution. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur l'ordre? Il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. Il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. C'est surtout qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Alors ça, c'est pareil. Des mécanismes comme ça ne sont pas forcément requis, comme je disais, quand on n'a qu'un type de flux. Tout à fait. Mais par contre, quand on a plusieurs types de flux ou qu'on s'amuse à mélanger, interconnecter différents types de réseaux. Alors, je reprends toujours l'exemple audio parce que c'est là où je suis le plus, c'est celui qui m'est le plus familier évidemment, mais très souvent maintenant, on se retrouve avec des réseaux sur lesquels on va avoir des périphériques qui sont des périphériques Dante, par exemple un micro-Shure, pour ne citer que ça, donc qui est natif Dante, et puis un processeur QSC qui est théoriquement natif QLAN. Okay, bon, même si QSC a fait quelques efforts pour devenir aussi natif Dante. Mais bon, bref. Si à la base, je fais cohabiter mon QLAN et mon Dante sur le même réseau sans rien faire, ça ne va pas se passer très très bien, parce qu'ils sont réglés différemment. Même si c'est des frères jumeaux, c'est ça qui est rageant. Oui. C'est que c'est des frères jumeaux, en fait. Ils utilisent les mêmes protocoles, les mêmes mécanismes, la découverte automatique, ils utilisent tous les deux de l'horloge. Enfin bref, c'est vraiment des frères jumeaux. Sauf que comme les éditeurs, les fabricants ne se parlent pas forcément toujours très bien, il y en a qui sont en situation un petit peu plus monopolistique et d'autres moins. Voilà, bref. C'est pas réglé pareil et ça ne cohabite pas comme ça de base. Donc pour faire cohabiter tout ça, il va falloir qu'un de ces fabricants fasse déjà l'effort dans un premier temps d'autoriser l'adaptation. Donc c'est le cas effectivement de QSC. Et du coup, il va falloir régler dans les équipements réseau, à tous les niveaux, cette priorisation des informations
de façon à éviter justement un cas de figure comme celui qu'on va voir ici, où on a, voilà, typiquement là c'est le bazar. Pourquoi ? Parce qu'on a des paquets de contrôle qui sont devant des paquets audio, et on a le pauvre petit paquet d'horloge là qui est coincé tout au milieu, qui normalement est censé être délivré en premier parce que c'est lui qui régule. Le plus important. Voilà, c'est lui le plus important, c'est lui qui régule la synchronisation des périphériques. Bah là, il se retrouve coincé derrière tous les autres flux de données parce que, bien évidemment, alors contrôle pas trop, mais les flux audio, on a dit, c'était vraiment très important. Un flux audio, dans un protocole audio numérique, c'est 3000 paquets par seconde. Des flux, du coup, voilà. Il se retrouve perdu. Donc l'autre paquet d'horloge qui, lui, représente 100 paquets par seconde, va se retrouver complètement perdu au milieu de tout ça et ne va pas être délivré en temps voulu. Et à partir du moment où il n'arrive pas, bah forcément, vous allez forcément l'entendre. Ça va faire... Alors ça peut faire des choses diverses et variées, hein, ça peut faire carrément des coupures. Bon, ça c'est le plus flagrant, mais ça peut aussi générer des phénomènes, des effets de bord, comme des voix qui se transforment qui deviennent métalliques, qui se transforment un petit peu en voix de robot, des choses comme ça, qui partent un petit peu en cacahuète comme ça. Là. C'est tout à fait ce genre de choses qui caractérisent une transmission de paquets un petit peu anarchique. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser justement des files d'attente qu'on va avoir dans les switches. Alors après, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a des modèles à 4, 8, 12 files d'attente. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'utiliser les files d'attente les plus prioritaires, donc celles qui sont vraiment au-dessus de tous les autres, pour justement classifier nos différentes données. Alors, on va utiliser pour ça alors, je suis désolé, je vais sortir un autre gros mot. On va utiliser une identification de ces paquets-là, c'est-à-dire que le switch va, pour chaque type de paquet de données, mettre un identifiant. D'accord. En utilisant le DSCP, qui est... Je l'avais dit, hein. Je ne l'ai pas pris au dépourvu. Ce fameux DSCP va permettre justement de donner un identifiant précis à chacun des types de données. Donc un pour l'horloge, un pour l'audio, un pour le contrôle, un pour la vidéo éventuellement même. Et d'utiliser cet identifiant pour dire, bah voilà, l'identifiant 46, qui correspond justement à l'horloge du Q6, va être dans la file d'attente numéro 7, qui est la plus haute dans mon switch. Et puis mon audio, qui va être en 34, va être juste en dessous. Mon contrôle va se retrouver encore en dessous, et puis après, le reste, on peut éventuellement, pour les données plus standards, les laisser se débrouiller, puisque là, il y a moins d'importance, en fait, à ce que ce soit organisé vraiment précisément. Et ça nous permet justement de gérer un peu comme on le fait, comme on le voit là sur une autoroute, où en général, je dis bien en général, hein, la file de gauche, c'est les plus rapides qui se mettent dessus quand tout va bien. Et puis, en retournant vers la droite, bah, on se retrouve avec les gens de moins en moins rapides, voire même avoir la file poids lourd sur certains axes. Mais voilà, ça permet justement de faire cet ordonnancement des informations et de faire en sorte que celles qui sont vraiment primordiales soient délivrées de façon sûre et à tout moment. Véhicule prioritaire. Véhicule prioritaire, exactement. Il y a la sirène et ça passe devant tout le monde parce que c'est la donnée la plus importante et que si ça y est pas, bah, ça désorganise tout. Voilà, donc on a cette notion donc, de QoS qu'on met en place sur les équipements, comme je le rappelle, à partir du moment où on a besoin de faire cohabiter différents types de données. Parce que le postulat de départ reste toujours vrai, on peut faire fonctionner des réseaux audio numériques sur un switch non manageable. J'ai jamais dit le contraire. Mais dans les conditions idéales. C'est ça. Idéal. Mais attention, par exemple, je dirais qu'un switch non manageable, il y a un élément qu'on néglige parfois. C'est tout bête, mais on a une extinction automatique des ports quand il n'y a pas d'activité. Le Green Ethernet. Ouais. Et mais dans le monde de la V, c'est ça passe pas. Ça passe pas. Donc, non manageable. Non manageable avec quelques petites spécificités. Un peu management, c'est toujours bien. Au moins, de toute façon, voilà, le conseil, c'est dès l'instant que vous pouvez utiliser des switches manageables, ça permet de toute façon, c'est pas obligé que vous vous en serviez, mais si jamais vous en avez besoin, au moins vous l'avez, quoi. Voilà, donc on va dire que c'est un prérequis. Voilà, c'est comme la séparation des réseaux ou le choix de la marque Netgear. C'est un prérequis. Ok. Qu'est-ce qu'on va... Alors, donc, du coup, on a parlé un petit peu de tous les éléments dont on avait un peu besoin pour que ça puisse se réguler, s'ordonner. Il y a un point important que j'ai évoqué au début qui concerne la simplicité de mise en œuvre. Tout à fait. Qu'on peut retrouver maintenant sur les équipements, grâce justement à la possibilité de les alimenter. Donc on va utiliser pour ça le PoE,
Mais c'est pareil, le PoE, il y a quelques petites caractéristiques, quelques petites spécificités à prendre en compte. Ouais, il y a quelques spécificités. Le PoE, c'est quoi? Le PoE, donc c'est le Power over Ethernet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre seul et unique câble RJ45, il y a aussi l'alimentation de votre produit qui se trouve au bout. Mais il y a quelques règles, mais avant ça, l'idée d'avantage, c'est que pas besoin de prise électrique à côté. Exactement. Pas besoin de ramener un deuxième câble. Oui. On en a déjà un pour l'Ethernet, celui-là, il est déjà mis. Donc, au niveau du coût de maintenance, etc., et d'installation, on n'est pas lié à toutes ces contraintes-là. De spaghettis. Plus de spaghettis. Au niveau maintenance, voilà, fiabilité, on peut aussi voir donc, la présence des appareils sur le réseau et tout ça. Donc, c'est vraiment une simplicité au niveau de la mise en place des produits qui est vraiment très, très, très rapide. Mais il y a quand même un petit mais, parce qu'il faut faire attention à 2-3 petites choses. Le PoE, il en existe en fait plusieurs. Oui. Ça fait longtemps que ça existe, le PoE. Donc il y a eu effectivement une norme PoE qui est sortie à la base, au départ, qu'on peut voir. Alors qu'on va voir là, la première. La toute première. Toute première, qui faisait que 15 watts. C'est ça. 15 watts. Et donc c'était très bien au début. Pour les petits appareils, comme des toutes petites caméras, comme des émetteurs-récepteurs AV, des choses comme ça. Ouais. Mais rapidement, c'était pas suffisant. Alors, on a des équipements plus consommateurs qui sont arrivés. Effectivement, il a fallu aussi les alimenter. Pourquoi brancher cela alors qu'on pourrait faire autrement? Et en effet, on a fait autrement. On a fait évoluer le PoE, qui est devenu PoE+, qui a permis de doubler en fait, la puissance en watts disponible, ce qui va permettre aujourd'hui d'alimenter la plupart des PTZ du marché, par exemple, des petites caméras motorisées. Les encodeurs aussi, parce que quand on encode et qu'on décode, ça demande quand même pas mal de puissance. De ressources. Donc il faut aussi alimenter. Ça peut alimenter aussi des boîtiers d'extension audio sur lesquels on aurait l'alimentation fantôme. Tout à fait. Où on va avoir des micros, donc forcément c'est 48 volts par canal de micro. Exactement. Donc ça peut quand même demander un peu de ressources. Ou les haut-parleurs actifs. Ou les haut-parleurs actifs. Parce que, alors j'en ai parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus, mais des haut-parleurs actifs qui peuvent présenter deux puissances en fonction justement de l'alimentation PoE qu'on va leur attribuer. Donc en 15 watts, par exemple, le haut-parleur fera 30 watts de puissance de diffusion, et puis si on lui met du PoE+, 30 watts, là il va monter à 60 watts. Ouais. Et tout ça, on a continué à le faire évoluer. Les switches sont devenus de plus en plus performants, est arrivé le PoE++, avec 2 formes, même là encore, encore subdivisé. Un premier à 60 watts par port et un 90 watts par port, un ultra PoE. Donc, et quelques indications sur le tableau qui permettent de se repérer peut-être par rapport à l'appareil que vous avez, quel type de PoE est nécessaire pour le faire fonctionner. Vous avez soit le standard, vous avez le standard avec le type, et puis les classes qui sont les classes, qui sont les deux éléments. Un critère important où on le voit sur la ligne PoE classe. Là, on voit qu'effectivement, par exemple, le PoE 90 watts, on est en classe 7 et 8. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses... il y a au moins une mention, en général, sur les équipements. Il y a au moins une des mentions qui permet d'identifier effectivement de quel PoE on a besoin. Et de s'assurer que le switch ou l'injecteur qu'on va utiliser puisse délivrer cette puissance-là. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui garantit l'interopérabilité entre les produits. Quand on est sur du 802.3 AT, si on a effectivement cette précision, au moins on a la garantie qu'à aucun moment le switch ou l'injecteur risque d'envoyer trop de jus en fait, et de cramer l'appareil. Parce qu'il existe des injecteurs PoE qui ne sont pas conformes à la norme et qui peuvent risquer d'endommager les appareils quand on les connecte. Ou de les sous-alimenter aussi. Pareil, la sous-alimentation fait que le produit ne pourra pas forcément fonctionner. Alors, vous aurez l'impression qu'il fonctionne parce qu'il va s'allumer, mais il ne pourra pas faire la totalité de ses fonctionnalités. Et du coup, moi je l'ai vu ça assez régulièrement parce qu'on a des produits qui consomment assez sévèrement. Et effectivement, le produit s'allume, il est visible, il est accessible par le réseau, tout ça, tout va bien. Et puis dès l'instant qu'on commence à vouloir envoyer des flux, il n'y a plus personne. Et la dernière règle, en fait, on pense que sur les PoE, qu'à partir du moment où on prend un switch qui est PoE+, on va pouvoir brancher un appareil PoE+, sur chaque port. Mais en fait, ce qui est marqué tout en haut, il y a un budget. En fait, chaque switch indique une puissance maximale qui va pouvoir délivrer sur les ports. Alors même si tous les ports peuvent potentiellement délivrer les 30 watts du PoE+, si on cumule tout,
eh ben, ça ne marchera pas. On a Le un switch budget, va en fait. s'écrouler. Donc, On a il un faut budget respecter son budget, bien calculer combien on a besoin de puissance au total pour prendre le switch approprié et peut-être prévoir que aussi les longueurs de câble peuvent faire baisser un petit peu aussi la tension et que demain, si on rajoute 1 ou 2 appareils dessus, eh ben, qu'on ne soit pas limite. Donc, garder une petite réserve quand marge, on calcule son tout à fait. budget PoE va permettre de pouvoir continuer à faire évoluer son switch. Son switch. C'est Alors là, divisé finalement. Enfin, le oui, c'est budget ça. est divisé C'est par le nombre budget d'appareils divisé par le nombre connectés. d'appareils connectés. Et effectivement, souvent, on ne peut pas alimenter tous les ports à la simultané. puissance. Sauf si on prend un switch qui a une puissance énorme, ou là, si on prend un 802.3 BT type 4 pour alimenter des appareils qui n'ont besoin que de PoE+, là, on peut se retrouver dans un cas où tout en simultané va délivrer du 30 watts. Dans ces cas-là, effectivement, ça peut fonctionner. Parce qu'il faut souligner un truc quand même, c'est que sur la gamme 4250, tu as quand même des équipements qui ont un budget PoE de 1400 watts. 1440 watts. 1440 watts, c'est ça, ouais. On a des budgets PoE donc ça commence à être quand même assez conséquent. C'est un switch qui a des alimes redondantes aussi, celui-là, non? C'est un modèle qui a une alim redondante, ouais. Ouais, voilà, donc ça aide aussi. Bien sûr. À encaisser cette charge. Ouais, tout à fait. Mais Netgear reste une des rares marques à proposer des switches avec des budgets PO aussi importants à l'heure actuelle sur le marché. Et surtout à prendre en compte justement le 802.3 BT type 4. Type 4, ouais. Parce que on ne le trouve pas si couramment que ça en fait à l'heure actuelle. Tout à fait. Donc on a anticipé effectivement, puisqu'on a développé cette gamme en gardant à l'esprit finalement les besoins qui sont liés en mode de laver. Donc c'est vrai que ça nous a amené à sortir un produit qui propose ces puissances-là en PoE. Alors, il doit y en avoir d'autres dans d'autres marques. Hein, oui, il y a pas beaucoup. Pas beaucoup. À ma connaissance, il n'y a qu'une autre marque qui fait du PoE type 4. Mais voilà, au moins ça permet de s'affranchir des injecteurs, donc ça fait une petite boîte en moins. C'est ça. Et puis c'est régulé par le switch de façon plus efficace malgré tout. Donc, et d'ailleurs, il y a une détection automatique. En fonction de l'appareil, en fait, le switch va envoyer uniquement la puissance qui est nécessaire. Donc il n'y a pas de risque de se dire est-ce que je vais cramer mon truc. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi l'avantage des switches manageables par rapport à des non manageables. Alors le non manageable le détecte automatiquement et il n'y a jamais de problème. Mais sur des manageables, on peut manuellement forcer. Et dans certains cas, ça peut être un plus d'avoir cette possibilité. Tout à fait, bien sûr. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme caractéristique dans la gamme, comme avantage dans la gamme Netgear, parce que après tout, vu qu'on est en partenariat maintenant, dis-nous un peu, il y a des choses qui à la base de ce partenariat, effectivement, c'est qu'on a créé une gamme de switch en fait, de notre expérience dans le monde de l'AV. Alors, pour le faire très court, on est membre fondateur d'une alliance, qui est l'alliance SDVOE, qui est un protocole qui permet de faire passer des flux en 4K sans compression. De ça et des échanges qu'on a pu avoir avec les différents fabricants, mais aussi avec nos intégrateurs, est née en fait cette nouvelle gamme de switch qui s'appelle la gamme M4250, la gamme AV-Line. Une gamme de switch qu'on a souhaité optimiser. Déjà au niveau hardware, en fait, on a des possibilités de les racker avec soit les câbles en face avant, soit en face arrière. Avec quand même les LED devant pour voir ce qui se passe. visibles des deux côtés. Exactement. Si on veut quand même garder les câbles en face avant, on peut le mettre légèrement en retrait pour mieux l'intégrer dans la baie. On peut régler les ventilos également. Si on a pas beaucoup de puissance PoE utilisée, effectivement, pour réduire le niveau les installations dans la salle. Ça arrive souvent qu'on est sur les petites salles, des installations où le switch est dans la salle même et pas dans une régie. C'est vrai que le fait de pouvoir réguler le bruit généré par les ventilateurs, c'est vachement Exactement. Donc, c'est des optimisations qu'on nous a demandées, bien sûr, sur les produits pour faciliter leur installation. Mais le véritable avantage, c'est au niveau software. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'IGMP+, qui fait partie des mécanismes en fait, d'automatisation dans l'installation des produits. Mais surtout, il y a une interface qui est une interface spéciale AV. Alors, il y a les deux interfaces présentes dans le switch. L'interface IT, où on a vraiment pour l'agent web classique, c'est pour les initiés. Disons qu'il y en a beaucoup. Il y a tellement de choses qu'au final, on ne sait plus. On ne sait plus où donner de la tête. Effectivement, quand on doit faire de l'IGMP, en plus du VLAN, en plus de la QoS, il y a différents endroits où il faut aller, il faut activer différents mécanismes, etc. Il faut respecter même un ordre pour mettre en place ces mécanismes. Donc, c'est pareil dans tous les switches. C'est perturbant, effectivement. Donc, déjà, on a fait une interface qui enlève tout ce qui n'a pas de rapport avec le monde de l'AV. Mais surtout, on a créé des profils. Alors, on parlait de Dante, par exemple, ou des solutions Q6. Ça, c'est une démarche que j'ai appréciée chez vous, c'est le fait que vous preniez contact pour dire, voilà, vous avez tel type d'équipement qui n'est pas, en tant que distributeur exclusif, forcément, il n'y avait pas d'autres moyens de l'obtenir.
et que vous nous contactiez pour justement qu'on puisse travailler ensemble Ouais, tout à fait. sur les différents types de profils. Donc, en l'occurrence, là, c'était pour le profil QST. Mais voilà, vous avez appliqué ça à beaucoup, justement, de normes et de protocoles audiovisuels. Exactement. Et ça, c'est un avantage indéniable. Exactement. Donc, une configuration, c'est un choix de profil. Ouais. Un choix de profil, en fait, ça va activer différents mécanismes. Donc, un profil, en fait, en réalité, c'est aussi un VLAN. Donc, pas besoin d'aller dans l'interface pour créer un VLAN. Si on choisit du Dante où il faut de la QoS, eh ben, ça active automatiquement la QoS. Donc, finalement, le profil, lui, active un certain nombre de configurations, mais au lieu d'avoir à se les faire à la main. À la main, un par un. c'est un choix de profil. Donc, c'est vrai qu'en termes d'installation, eh bien, ça permet de gagner énormément de temps, puisque le métier dans l'AV, c'est pas de configurer des switches, bien sûr, c'est de s'occuper du reste. Donc, on a voulu vraiment enlever cette partie, parce que c'est pas le métier de base, et parce qu'encore une fois, c'est pas le but de l'installation. Donc, cette création de profil et cette interface permettent Donc là, en l'occurrence, on arrive dans le switch, on a cette page où on peut sélectionner différents types de profils. Là, je veux par exemple faire un profil où j'ai un VLAN avec du Dante, donc je sélectionne le profil en question et je vais dire, bah voilà, ce VLAN-là, je veux qu'il englobe tel et tel et tel port. Donc je sélectionne les ports, Exactement. je valide mon profil et là, il va m'appliquer tous les réglages qui correspondent. Exactement, Voilà. c'est aussi Et du simple coup, que ça. Voilà, ça, c'est Et c'est très simple que visuel. ça. C'est très visuel. C'est en très plus. visuel, ouais. Très En visuel. plus, on a même la poussée de mettre des couleurs sur les ports qui vont permettre de distinguer visuellement quels sont les flux audio, quels sont les flux vidéo, quels sont les flux de contrôle. Et si jamais on veut justement créer un deuxième VLAN, par exemple, parce qu'on veut séparer les flux audio si on veut faire du qui NDI à veulent côté, par exemple. Exactement. Eh bien, en fait, on peut tout simplement mettre un numéro, un VLAN ID, un numéro à son VLAN, et c'est ce qui va créer le VLAN séparé du reste. Parce que par défaut, si on ne se met pas ce VLAN ID, en fait, ça se met sur le VLAN par défaut. Ouais. Le VLAN numéro 1. Donc c'est vrai que ça reste relativement simple à mettre en place. D'accord. Il y a d'autres trucs. Dans la logique d'automatisation, on a rajouté l'autotrunk et l'autolag. Alors l'autotrunk, c'est quand on a Encore des gros mots. encore des gros mots, mais pour simplifier, tu as parlé de VLAN tout à l'heure, t'expliquais ce que c'était. Quand on veut faire communiquer des VLAN entre eux, on crée un routage entre ces VLAN. Eh bien l'autotrunk, c'est la configuration automatique de ce routage entre ces VLAN. Donc ils doivent se parler. À partir du moment où on va connecter deux switches ensemble, les VLAN vont s'auto-configurer pour se parler. Deuxième source de gros problèmes. En fait. Et pas se mélanger. Surtout, c'est ça Mais qui est deuxième important. source de Communique. gros problèmes en termes de maintenance, où on avait beaucoup de gens qui nous disaient « je comprends pas, J'ai des fuites. j'ai mes deux VLAN, j'arrive pas à les faire se parler, etc. » Donc c'est vrai que ça permet aussi de simplifier énormément, de gagner du temps. Le dernier mécanisme d'automatisation, c'est l'autolag. Donc là, c'est pour la performance, pour l'interconnexion des switches. Donc quand on va avoir deux liens qui vont relier des switches, ça va automatiquement additionner la vitesse des ports pour faire un tuyau plus... On a besoin d'avoir un petit peu plus de performance. Exactement. On a deux ports à 1 giga pour pouvoir faire un lien à 2 gigas. À 2 gigas. Bah, effectivement, sans l'autolag, on est obligé de dire au switch attention, Manuellement. ces deux ports-là, fais gaffe, c'est pas un bouclage, c'est parce que ça, c'est proscrit la boucle dans le réseau. Donc là, en l'occurrence, on lui dit effectivement ces deux ports-là sont un même et unique lien, donc il va effectivement agréger la vitesse. la vitesse des deux ports. Donc voilà, c'est vrai que cette logique, elle est donc simplifier l'installation, simplifier le déploiement. Donc ça, c'est pour la partie développement produit. Maintenant, on n'a pas voulu se limiter à ça. Alors, de base, ces produits sont garantis à vie et on intègre dedans, en cas de problème, un échange anticipant, un J+1, mais également une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon. Maintenant, le problème avec ce service, c'est qu'il est de base adapté pour des besoins qui tournent autour plutôt de l'informatique. Oui. Donc, on a voulu aller plus loin et proposer un service adapté au monde de l'AV. Et donc, on a créé au sein de Netgear une équipe qui s'appelle l'équipe Pro AV Design. Donc, cette équipe, en fait, elle permet d'avoir, de la part de nos ingénieurs, un accompagnement qui est aussi bien au niveau de l'avant-vente, de l'aide à l'installation, mais également de tout ce qui touche à l'après-vente. Si on prend un exemple, en après-vente tout simple, c'est que on va appeler l'assistance technique classique. On rentre dans un système de ticketing, donc le technicien discute. S'il n'a pas la solution, ça passe à un ingénieur de niveau 2, il faut escalader. Sauf que l'escalade, c'est un rappel qui n'est pas forcément dans les 2 minutes. Parfois, ça peut être le lendemain, parfois, ça peut être une semaine après, en fonction de la complexité. Donc, du coup, là, les ingénieurs, celui qui va s'occuper du dossier, c'est celui qui restera avec son interlocuteur jusqu'au bout. Mais surtout, comme c'est des ingénieurs qui sont... La
pris la crème chez Netgear, des ingénieurs en fait qui maîtrisent vraiment les solutions réseau, pour que vraiment cette personne puisse répondre à toutes les problématiques. Et puis ils ont aussi quelques connaissances en audiovisuel qui justement Exactement. aident La compréhension de la compréhension des problématiques. Exactement. Beaucoup plus proche, parce que c'est vrai qu'on a quand même des spécificités dans le transport audio-numérique, enfin audio-vidéo numérique, qui ne sont pas du tout les mêmes que les contraintes de l'IT, où c'est sécurité. Ouais. C'est normal, mais bon. Oui. Voilà, Chacun sa problématique. effectivement. Donc cette connaissance du monde de l'AV en fait vient d'une certification qu'on a mis en place, qui se fait de la part des fabricants. On en a plus d'une centaine aujourd'hui, mais pour citer ceux que vous connaissez en fait chez Algam, on a Shure, Panasonic, USC, Odac. Il y a même des partenariats, enfin des certifications qui vont jusqu'au partenariat, typiquement Odac et QSC. Alors Odac a pris la distribution, je crois, de Netgear pour le Benelux. QSC a fait un partenariat avec Netgear aussi pour proposer les switches préconfigurés aussi donc, dans leur portfolio. Et puis on a même des partenaires indirects au travers justement de QSC par exemple, puisque tous les fabricants qui sont dans le petit encadré sont des partenaires de QSC et de Netgear en simultané. Donc du coup ça permet de créer ce pôle de connaissances justement sur tous ces échanges et toutes ces façons de configurer les choses qui enrichit tout le monde finalement. Exactement, parce que finalement nos techniciens, connaissant les différents produits des marques, ça leur permet plus facilement de savoir à quel niveau ils peuvent intervenir et comment bien accompagner les différents partenaires ou clients quand il s'agit de configurer les solutions en fait, en fonction des marques. Tout à fait. Alors on arrive sur la dernière, vraiment toute dernière partie avant de se dire au revoir. S'il y avait quelques questions éventuelles qui ont été posées durant notre exposé, a priori pas. Alors soit on était très clair, je pense que ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Mais par contre on reste disponible s'il y a des questions ultérieures, de nous les envoyer et puis on fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc je vous remercie tous les deux d'avoir été là. Merci à vous sur cette session. Avec vous. Un grand plaisir, Didier. Merci Philippe. Et on va vous laisser, on va vous dire au revoir. Il y aura une autre session tout à l'heure, ça va être à 16h. Assez intéressante aussi, sur le choix quels sont les éléments qui vous permettent justement de choisir un processeur, une matrice audio en fonction de vos besoins, de vos critères, de votre budget aussi. Donc c'est Jacques Weber qui est notre directeur des études et Vincent. Qui est chef produit des marques de matrices chez nous, en l'occurrence Alaneis et QSC, qui vont vous faire un petit topo là-dessus. Je pense que ça va être assez intéressant. Tout à fait. Nous, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Merci, au revoir. Au revoir.